une grande fierté de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Donc, bien évidemment, l'espace et cette frontière infinie qui en fait a toujours suscité énormément de questionnements. Et ça va également faire partie. Et donc, ça s'impose aujourd'hui dans notre quotidien et à la fois, c'est un vecteur de développement et d'innovation. Et donc, je suis vraiment très heureuse de pouvoir aujourd'hui vous accueillir. Donc, on va commencer ce soir par un programme qui va être très riche et très stimulant. Et donc, on débutera tout de suite, dans quelques instants, par un atelier, l'atelier dédié au spatial en 2024. Et ensuite, nous aurons une table ronde avec 4 présentateurs. Alors, trois présentateurs qui vont intervenir. Mathieu Luineau, manager conseiller en stratégie chez PwC Space Practice. Alain Guillaumarc, ancien de l'École normale supérieure de l'ULM et coordinateur de l'objectif Lune au sein de l'ANRT. Et enfin, François Buffenoir, directeur technique et scientifique de Way4Space. Voilà, donc ce soir, on conclura la conférence par un buffet qui sera servi juste dehors à 20h. Très bonne conférence. Alors, sans plus tarder, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le chrono, alors je lance juste un minuteur. On peut commencer. Bienvenue. On a déjà eu une très belle présentation par Madame Mallet. Washington et moi, on va vous présenter la première partie de l'atelier du spatial en 2024. On fait tous les deux partie de l'association ASTRE, qui est l'Alliance des étudiants. Stratégique des étudiants du spatial, c'est un peu long. Cette année, on travaille ensemble sur un projet inter-GT qui s'appelle le soutien à l'industrie d'ici 2040. Et dans ce cadre de ce projet-là, on s'est posé beaucoup de questions, de savoir quels seraient les leviers potentiels pour arriver à une industrie verte, souveraine et à l'image des enjeux environnementaux et sociaux de l'Europe. Et c'est de là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, un des premiers leviers, c'était nous, l'opinion publique et surtout les particuliers qui utilisons les applications du spatial. Commençons et on va voir ça ensemble. C'est un atelier participatif, hein, donc le but c'est aussi de faire participer. On avait une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est pour vous le spatial? Il n'y a pas vraiment de cadre à cette question. Vous voulez juste avoir l'avis de quelques personnes sur ce que peut être pour vous le spatial. Des mots, simplement. Ça peut être lointain. Je vous en prie. L'espace, premièrement. Très bien, c'est pas mal. Les astres, effectivement. J'aurais dit l'inverse du terrestre, mais je ne suis pas sûre que ce soit. Oui, finalement, c'est tout ce qui se passe. L'extraterrestre. L'extraterrestre, comme ça s'appelle. On va peut-être pouvoir vous donner directement la réponse. Souvent, lorsqu'on essaie de définir le spatial, en fait, alors nous on se réfère beaucoup à la définition de l'astronautique. Et l'astronautique, c'est l'ensemble des sciences et des techniques qui visent à envoyer dans l'espace extraterrestre, donc en dehors de l'espace, des véhicules habités au monde, des systèmes spatiaux, ou à exploiter des engins spatiaux à l'intérieur de l'atmosphère. Donc, on regroupe souvent l'aéronautique et le spatial dans le terme aérospatial, et on veut ici désigner les applications civiles et militaires. Il n'y a pas forcément de différence lorsqu'on parle de spatial. Maintenant qu'on a les bases, on peut se poser une deuxième question, et ça c'est plus à destination de vous qui n'avez pas forcément conscience des tenants et aboutissements de ce secteur-là. Est-ce que pour vous, travailler dans le spatial aujourd'hui, ça nécessite d'être tombé dedans un peu quand on était petit? Vous pouvez lever la main, ceux qui pensent que non. Ok, on a quand même une moitié de salle. Et du coup, j'imagine que pour le reste, ça sera oui. L'avis est assez partagé lorsqu'on pose cette question, et on tenait à vous la poser parce que souvent, lorsqu'on pose cette question, il y a deux avis, et l'avis du oui est souvent porté par des gens qui pensent que le spatial, c'est un domaine dans lequel on tombe quand on est petit, parce qu'on a des références, parce qu'on a... Voilà,
parce qu'on est piqué par une passion et que derrière, on veut s'y lancer tôt pour pouvoir ensuite y faire de longues études et avoir un métier qui nécessite pas mal de compétences techniques. Les personnes qui répondront, c'est souvent des personnes qui ont peut-être un point de vue plus actuel sur la situation du spatial, c'est-à-dire que c'est un domaine qui touche à beaucoup d'autres industries, à beaucoup d'autres secteurs et qui est accessible à tous. Pourquoi aujourd'hui c'est bien plus accessible qu'il y a quelques années par exemple? On va vous l'expliquer, et pour ça, il y a une notion qui est très importante à comprendre, c'est une notion que vous avez peut-être déjà entendue, de New Space, ou nouvel espace, mais on dit New Space. Alors, le New Space, c'est un modèle entrepreneurial qui a été apporté par les États-Unis et qui permet à des acteurs privés de prendre beaucoup plus part qu'avant aux missions et au domaine du spatial. C'est un marketing qui est souvent très axé sur le théâtral, beaucoup aussi parce que ce modèle a été viabilisé, rendu possible et peut-être viable par Elon Musk avec SpaceX, et qui a permis de baisser beaucoup les coûts d'accès à l'espace par une solution de lanceur qui est beaucoup plus abordable, et qui a permis aussi de faire en sorte d'avoir des solutions en orbite beaucoup plus abordables. On va parler de Starlink un peu plus tard. Mais voilà, c'est un écosystème qui a été mis en place assez naturellement lorsque les gens se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait faire du spatial pour beaucoup moins cher. C'est toujours une question assez tendue, la question de l'argent, mais voilà, ça a permis de démocratiser pas mal le spatial. Et pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important parce que lorsque l'on parle de spatial et qu'on répond souvent oui à la question que vous avez posée juste avant, on a en tête le spectaculaire. Et on ne se dit pas forcément que ce spectaculaire peut nous servir à nous. Il y a une innovation qui est très intéressante, apportée par Varda Space, qui est une start-up américaine qui a pour but de développer un médicament contre le sida en orbite, le ritonavir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça rendrait 10 à 20% plus efficaces les médicaments contre le sida qui sont étudiés dans le cadre de leurs travaux ou d'autres maladies un peu plus difficiles. C'est simplement par l'environnement spatial, parce que vous avez en fait la gravité de soucis sur Terre, parce que forcément l'extraction est plus compliquée, etc. Et des solutions qui sont permises par Varda Space dans des laboratoires privés sans gravité permet du coup de la performance et d'avoir un médicament qui est beaucoup plus pur et efficace. C'est ça. Et donc, si on vous exposait cette idée et qu'on vous disait qu'avec le prix d'un ticket de train par an, vous seriez capable de développer quelque chose comme ça, vous seriez peu a priori à refuser. Mais si on vous expose ça en disant qu'on va exporter le médical sur la Lune ou sur Mars, même si moi j'aime beaucoup ça, je pense que très peu de personnes auraient l'idée d'être favorables à ce genre d'initiative. En tout cas, on nous dirait que ce serait peut-être pas forcément la priorité. C'est ça. Et donc, nous, notre but aujourd'hui, c'est de faire comprendre que le spatial est aujourd'hui quelque chose qui peut être accessible à tous. Et si cet exemple est un petit peu lointain, on a aussi pas mal d'applications qui montrent que le spatial est déjà un domaine qui est utile dans la vie de tous les jours. Et c'est ce que Alice va vous présenter. Alors, on en a déjà parlé un petit peu avec du coup, la présentation qu'on a eue tout à l'heure. Je vous dis bonjour. Voilà. On va parler GNSS. Alors, c'est très simple, c'est les techniques qui sont associées avec le GPS, donc le positionnement et le transfert de données par rapport à ça. On a décidé de choisir ce rapport-là. Vous pouvez me dire, bon, bah, du coup, c'est pas français. Alors, effectivement, simplement parce qu'on n'a pas forcément des recherches qui soient sur ce qu'on va soulever aujourd'hui ici. C'est intéressant de regarder quand même parce que l'Angleterre elle fait partie de la plupart des programmes qui ont développé le GPS. C'est à peu près, c'est européen, jusqu'à très récemment, mais ça l'était. Et il y a une notion aussi qui est assez intéressante, c'est plutôt la part d'import pour le genre d'économie que peut être les îles, par exemple. Donc c'est des recherches assez intéressantes parce que ça lie à la fois de la recherche documentaire, mais à la fois des auditions, des interviews, donc c'est beaucoup plus riche.
et on peut avoir accès à des données dont on ne pense pas forcément en premier lieu. Cette étude-là, elle est intéressante, surtout parce qu'elle nous permet de comprendre les risques de l'interruption de ce genre de technologie, que ce soit des risques qui peuvent être maîtrisés ou alors des risques environnementaux, et surtout de savoir est-ce qu'on a des stratégies d'adaptation pour après, et est-ce qu'elles sont capables de soutenir l'économie qui va être impactée. On ne va pas faire trop de suspense, on va vous montrer les chiffres directement, je pense que c'est plus parlant. Total des bénéfices sur un an, c'est 13,6 milliards de livres. Et si vous arrêtez, si imaginons tout le système qui est associé au GNSS s'arrête pendant 7 jours, vous avez un total de 7,6 milliards de pertes, 6 milliards de livres de pertes. Ça fait à peu près la moitié d'un an. D'accord, c'est assez énorme en termes de chiffres, et on va se demander pourquoi. Dans votre journée de tous les jours, vous y avez accès, mais ça touche à beaucoup d'autres domaines différents, que ça ait des applications dans le domaine professionnel, si vous êtes agriculteur, si vous êtes pêcheur, si vous travaillez dans la performance de l'entreprise, si vous travaillez sur la logistique, vous utilisez des technologies qui sont annexées à la GNSS. Si vous utilisez les transports, je pense qu'on est foufou dans ce cas-là, que ce soit le vélo jusqu'à l'avion, on utilise aussi des applications GNSS. Les activités domestiques, bon, ça c'est un peu plus détaché, vous allez me dire que c'est un peu plus en moindre mesure, vous n'avez pas tous forcément des smart house non plus, mais on va le voir que il y a toujours la GNSS qui apparaît, puisque par exemple les réseaux électriques ils sont synchronisés par la GNSS. Donc, on va faire très court parce que je pense que on va monter de temps après. Mais une journée avec les applications de GNSS, vous l'avez à travers tout ça. C'est beaucoup d'exemples différents, mais vous vous réveillez le matin avec une alarme qui est synchronisée grâce au GNSS. Vous consultez vos emails, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Vous allumez vos lumières, mettez en marche la bouilloire, vous regardez la télé, si vous avez le temps de faire tout ça le matin. Vous faites un jogging, pareil, le suivi des performances, etc. C'est aussi ça. Vérifier les prévisions météorologiques. Bon, on n'est plus très sûr parce que maintenant les modèles sont plus aussi performants qu'ils étaient, mais voilà. C'est important, du coup, je l'ai dit, quand aussi vous travaillez dans certains domaines. Donc je les ai remis ici, on va pas développer plus. Ce qui est intéressant, c'est plutôt en transport. Nous, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, c'est ce que vous utilisez, donc le GPS pour vous déplacer en itinéraire. Vous avez également, si vous utilisez les transports publics, vous suivez vos trains et vos bus comme ça. S'il arrive dans 2 minutes, vous avez le temps de râler un petit peu, mais il sera là. Conducteur, c'est pareil, vous avez de la navigation optimisée, donc vous pouvez changer d'itinéraire si vous voyez des bouchons. C'est quand même très intéressant. Voilà, voyageurs en avion, train et bateau, évidemment que les bateaux ne se déplacent pas comme ils veulent, il y a un suivi, c'est tracé, il y a une vitesse, etc. Tout ça c'est rendu possible par des GNSS. C'est également intéressant pour le traçage, sécurité, pour les parents, pour les enfants. Si vous avez des grands-parents atteints de démence, c'est aussi très important. Si vous avez des animaux domestiques que vous adorez, vous avez aussi la possibilité de les tracer, etc. Ou dans les zones de risque, machin. Une journée sans, c'est un peu moins marrant, pour tout dire. Ça ne touche pas tant vos activités à la maison. Ça va vous toucher si vous utilisez la voiture, puisque c'est le retour aux cartes. Ça veut dire que vous n'avez plus forcément... s'il n'y a plus de GNSS, vous devez trouver d'autres moyens. Vous me dites, bon, bah, le monde ne va pas s'arrêter, je vais regarder ma carte en papier. Je suis d'accord. Essayez de regarder votre carte en papier sur la couronne autour de Paris. Quand vous êtes à 100 km/h, c'est un peu compliqué quand vous n'avez pas de GPS qui vous dit de tourner à gauche. Voilà. Mais bon, voyons, le monde ne s'arrête pas. Le monde s'arrête quand on va commencer à voir que les transports ne fonctionnent plus. Vous ne pouvez plus décharger vos conteneurs parce que la main-d'œuvre de la manutention ne peut plus utiliser les grosses machines lourdes. Les ouvriers du bâtiment, pareil, ne peuvent plus travailler. Il y a une pénurie de produits et de denrées puisque ce n'est pas livré à temps. Simplement parce que la logistique n'est plus possible. En cas d'urgence, il n'y a aucun service de sécurité qui permet de vous tracer, de vous repérer efficacement. Et c'est là qu'on touche les vrais problèmes. Si vous êtes dans des zones où il n'y a pas d'infrastructure pour venir vous récupérer, on ne peut pas efficacement vous localiser et venir vous apporter secours.
Bon, tout ça pour dire que c'est quand même des technologies qui ont été développées il y a très peu de temps, qui sont quand même profondément ancrées dans notre vie de tous les jours. Et c'est assez intéressant de voir qu'on l'oublie assez souvent, mais on a tout le temps recours aux petites boîtes dans l'espace. Alors, on va vous présenter les nouveaux marchés. Les nouveaux marchés, eux, ils concernent le secteur spatial et on va voir pourquoi, faire le lien entre ce dont on a parlé en premier, le New Space, et ce dont Alix a parlé ensuite, donc les services. Je vais commencer par les constellations de satellites, avec Starlink et les équivalents français, que ce soit des équivalents mis en place par des acteurs gouvernementaux, donc Iris Square, qui est une constellation duale qui veut dire à la fois pour des applications civiles et militaires. Alix vous a parlé du GNSS, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on n'a même pas évoqué tout ce qui concerne l'observation de la Terre. Si vous ajoutez, en plus des contraintes qu'on a abordées sur le GNSS, aux contraintes pour l'observation de la Terre, on est vraiment très mal, parce que beaucoup de choses fonctionnent dessus. Et donc, pas mal des constellations qui sont mises en place par des sociétés privées sont aussi des constellations qui permettent de rendre service dans le domaine de l'observation de la Terre. On a les lanceurs privés. Les lanceurs privés, surtout en Europe, qui actuellement sont le sujet de beaucoup de discussions, parce que Ariane 6 tarde à venir et que SpaceX tourne bien. Donc, en Europe, on a une course aux mini-lanceurs, avec surtout la France, l'Allemagne et l'Italie qui commencent à développer leurs champions. En France, on en a deux. Le lanceur Zephyr de la startup Latitude et le lanceur Maya Space, qui est une filiale d'Ariane Group. On a tout ce qui est service en orbite. C'est très très large et c'est aussi un secteur qui est en développement très récent, et ça passe de la surveillance des orbites, le Space Situational Awareness, la gestion des débris spatiaux, qui est une thématique environnementale assez importante actuellement, mais aussi le recyclage, la fabrication de satellites ou d'autres objets en orbite. Même plus récemment, le transport de charges en orbite par exemple une société franco-allemande nommée The Exploration Company, qui prévoit de transporter des charges en orbite avec ce qu'on appelle un cargo, qui avait beaucoup été mise en avant par le gouvernement il y a quelques temps. Donc ce sont des thématiques que l'on appelle des thématiques souvent New Space, parce que ça a été bien plus compliqué de les développer jusqu'à maintenant pour nous tous, en fait, finalement. Parce que des contraintes de coût. Et on utilise beaucoup ces exemples-là pour vous montrer que finalement, en plus des applications que l'on vous a présentées avant, qui sont souvent des applications qui ont été mises en place par des acteurs institutionnels, il y a beaucoup plus de choses qui sont en train de se faire parce qu'on a baissé les coûts. Alors, financer l'innovation, ça reste quand même pas mal de nos zones d'ombre, surtout si on reprend le cas qu'on a dit tout à l'heure, Varda Space par exemple. Donc on crée un laboratoire de recherche privé, autonome, qui permet de faire des recherches scientifiques en orbite. Ce sujet-là, il est intéressant parce que quand, je sais plus comment il s'appelle, c'est W1, a voulu rentrer, donc cette capsule-là a voulu rentrer, la FAA, qui contrôle les vols, a interdit son retour sur Terre, simplement à cause du développement de substances en orbite. Simplement parce qu'on ne contrôle pas ce genre de choses, et simplement parce qu'on n'a pas de vision sur ce qu'il y a. Donc il y a eu, ici je me rappelle bien, c'est bien 8 mois de coordination, donc État-privé, avec 3 groupes de travail qui n'avaient jamais travaillé sur ce genre d'opération avant. C'est le premier cas qui s'est présenté, c'est celui-là. Et ils ont finalement conclu un accord. Les États-Unis se sont donc on va dire ça, engagés pour une innovation qui est celle de ramener un produit développé en orbite sur Terre. C'est un sujet où on peut se poser la question, en France, est-ce qu'on aurait été capable de dire oui? Est-ce qu'on aurait été capable de comprendre que l'innovation qui allait venir pouvait être suffisamment intéressante? Ça pose plein de questions de ce genre-là, donc je ne vais pas tous les faire parce que vous comprenez qu'il peut y en avoir énormément, éthiquement et environnementalement. Voilà, donc ça c'est des enjeux qui sont assez intéressants parce qu'on est dans un contexte qui évolue très rapidement.
On a pas mal de temps forts qui vont arriver, donc on a le développement, enfin on a l'arrivée de Ariane 6 qui est attendue quand même cette année, on a le déploiement de Starlink, on va avoir la fin du programme ISS que vous connaissez normalement tous, donc la question de remplacement est également assez brûlante. On a également des bases lunaires qui sont prévues dès 2026, soit chinoises, soit américaines. C'est d'autant de choses qui soulèvent pas mal de questionnements sur des enjeux économiques, sur des enjeux environnementaux, simplement pour la congestion de l'espace, puisque vous avez bien conscience que quand on laisse quelque chose en haut, il reste. Et il n'y a pas de notion de biodégradable là-haut, en fait, finalement. Et voilà. Il y a également la notion de protection de l'espace comme un bien commun. Ça, c'est quand même un sujet très intéressant, puisque ça veut dire que c'est à la fois quelque chose qui appartient à tout le monde et à la fois quelque chose qui n'appartient à personne. Et c'est assez important pour nous d'en avoir bien conscience, puisque c'est nous les premiers défenseurs de nos territoires. Voilà. Et du coup, on est bien sûr on est arrivé à la conclusion que pour réussir une approche globale et holistique, il fallait pouvoir comprendre et se doter de leviers à notre niveau pour demander aux entreprises et également aux politiques de pouvoir suivre des bases de valeurs sociétales qui soient cohérentes. Voilà, pour finir ce petit atelier, on va juste faire la transition avec la table ronde. En fait, cet atelier, en plus de vous donner des éléments de contexte, je pense qu'on aura essayé de vous transmettre une idée, c'est que le spatial est de plus en plus accessible pour tous. Et l'idée, c'est que pas mal d'acteurs de l'industrie notamment, ou des particuliers, n'ont pas forcément conscience des solutions qui peuvent leur être apportées dans leur vie de tous les jours. Et l'idée, c'est aussi que ce qui peut sembler très accessible pour nous n'est pas forcément évidemment pour pas mal de gens parce que ça ne colle pas forcément avec les priorités de chacun. Et ce qu'on va essayer de voir avec la table ronde d'aujourd'hui, c'est comment envisager l'espace comme un point de rencontre entre des personnes de différents milieux et qui ont différentes priorités. Je ne sais pas si vous avez des petites questions, par rapport un peu rapidement avant de passer à la table ronde. Des points de questionnement sur ce qu'on a dit pendant ce petit atelier. J'ai une question, est-ce que du coup vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit aussi pour être Oui. Ouais, moi oui. Mais dis peut-être un peu ce que tu fais. Moi du coup je viens d'être diplômé il y a quelques mois et j'ai commencé à travailler sur un projet de nanosatellite du coup. Et l'idée c'est de constituer un CubeSat. Un CubeSat c'est un satellite qui est construit selon un format où vous empilez des cubes de 10 cm de côté. Et on a ce qu'on appelle une plateforme. Donc, une plateforme, c'est plein d'électronique qui sert en fait à faire fonctionner les charges utiles. Et les charges utiles, c'est l'expérience qu'on prend. Oui, charges utiles, c'est déjà très cool. Charge utile en soi, c'est juste l'expérience. Si vous voulez, vous allez mener une expérience, et l'expérience, c'est la charge utile. C'est juste un mot qui permet de dire qu'en fait, on embarque un instrument. Et je suis c'est ça que tu développes. Ouais, c'est ça que je fais. Quoi. Et donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Table ronde autour du sujet la culture du spatial dans notre quotidien et dans le futur de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on accueille François Buffenoy, directeur technique de Way for Space et grand passionné du spatial. Vous pouvez suivre sur LinkedIn si vous êtes intéressé comme moi. On accueille également Mathieu Binot au centre, manager et conseiller en stratégie spatiale à PwC Space. Il est également l'auteur de l'ouvrage Que sais-je, l'industrie du spatial. Et on accueille également Alban Guillaumarche, qui est normalien, doctorant en droit, et coordinateur d'Objectifs Lume, qui est un projet qui nous renouvelle les ambitions pour l'exploration lunaire et spatiale en général. Bienvenue. Alors, si vous avez un problème au niveau de nos
voit, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on n'oublie pas de vraiment bien pousser. On va commencer par la première question qu'on a posée également à l'audience. Le spatial, est-ce qu'on tombe dedans comme on est petit? Ça vous permet de revenir du coup sur le parcours et surtout peut-être pour positionner votre métier dans l'écosystème spatial en général. Okay. On fera en suivant si ça vous va. Donc, merci d'être là d'abord, et puis bienvenue. Peut-être on en discutera, mais ou après, s'il faut savoir ce que c'est. WaveFor Space, je vous expliquerai. Ce qu'est l'espace, on tombe dedans quand on était petit, on ne peut pas tomber puisque c'est vers le haut, mais on a la tête dans les étoiles en fait quand on est petit. Alors moi précisément, pour être tout à fait vrai, quand j'étais petit, je voulais être pilote de chasse. J'ai fait tout ce qu'il fallait jusqu'à la visite médicale qui m'a recalé pour les yeux. Mais depuis toujours, je suis un grand fan de science-fiction. J'ai beaucoup trouvé dans le monde du spatial des gens qui regardent vers l'espace pour des objets qui savent vraiment y aller, et d'autres qui font du bruit et des canons laser qui vont pas exister. Mais j'ai commencé ma carrière finalement dans l'aéronautique, vraiment. Et c'est par opportunité que je me suis retrouvé dans le spatial. Mais regarder l'espace, moi depuis tout petit, c'est surtout, quand on en discutera, c'est l'aspect humain. Enfin, c'est les photos, même encore aujourd'hui, quand je regarde les images de la surface lunaire et d'Apollo, je plonge dedans, ça m'aspire. Après, bon, c'est une passion, et que j'ai eu la chance, finalement, d'exercer dans mon métier, et c'est ça aussi qui l'alimente. J'ai travaillé sur projet de navette spatiale européenne qui s'appelle XEV, qui allait dans l'espace et qui est revenu, d'avoir un objet qui est revenu de l'espace, expertisé. Puis ensuite, j'ai eu la chance d'aller en Guyane sur un lancement aérien Soyuz et voilà. On tombe dedans, et puis après, dans mon cas, ça s'est entretenu par j'ai eu la chance de faire une carrière. On se présente ou pas? Non, c'est déjà fait. Pardon. Oui, donc non, moi, je pense pas qu'on soit obligé de tomber dedans quand on est petit. Moi, personnellement, je pensais pas du tout un jour travailler dans le secteur, parce que je me destinais plutôt au départ à une carrière dans la fonction publique, et puis après par les aléas de la vie académique, je me suis retrouvé finalement à travailler dans l'industrie spatiale, mais pas non plus en venant de nulle part. Évidemment, je pense que comme beaucoup de gens, bon, il faut. Moi, j'ai été intéressé par le spatial quand j'étais jeune. J'avais eu la chance dans les années, à la fin des années 90, je ne suis pas très vieux, mais d'aller voir un lancement de navette spatiale aux États-Unis. Donc ça m'avait, je dirais, inspiré d'une certaine manière, mais je ne m'étais jamais dit que j'allais travailler dans cette industrie-là. Donc je ne pense pas que ce soit un prérequis pour tous, notamment parce que, bien en réalité, il y a énormément aujourd'hui de métiers assez différents qu'on peut exercer dans le secteur spatial, et je pense que c'est un message important. On n'a pas besoin forcément d'être ingénieur, d'avoir fait des études très scientifiques pour travailler dans cette industrie-là. Alors, moi-même, j'ai fait une partie de mes études en école d'ingénieur, mais je suis plutôt économiste de formation. Alban, qui est ici à ma gauche, je suis plutôt juriste de formation. Donc, vous voyez, on peut travailler dans l'industrie en ayant un parcours un peu différent. Et ça, je pense que c'est un message important. Maintenant, c'est sûr aussi que avoir cet intérêt-là quand on est jeune, ça peut aider, notamment parce que, comme je le disais, il y a des métiers qui imposent d'avoir quand même un certain parcours académique, et quand on a cette vocation-là, quand on est jeune, ça permet d'être sûr de s'orienter, de s'insérer sur la bonne trajectoire académique, si je puis dire. Et donc de ce point de vue-là, c'est sûr que ça aide, mais je pense que ma réponse est non. Je pense qu'on n'a pas besoin de tomber dedans quand on est petit pour ensuite y atterrir. Merci Mathieu. Je trouve que la question est assez drôle à poser, à savoir est-ce qu'on tombe dans la marmite du spatial quand on est petit alors qu'on est en plein exercice Astérix du commandement de l'espace et du CNES. Je dois vous avouer que j'essaie de préparer la vanne depuis tout à l'heure, mais apparemment elle n'a pas si bien marché. Non, en fait, je pense que le plus important, c'est vraiment ce qu'a dit Mathieu, à savoir qu'on n'est pas du tout obligé d'être passionné par le sujet. Et à vrai dire, même si, pour le dire de façon un peu provocante, je pense même que le regard passionné sur les activités spatiales peut être finalement assez dangereux pour les gens qui y contribuent, dans la mesure où il est important, surtout aujourd'hui, alors qu'on est en pleine mutation du secteur, de conserver une distance critique vis-à-vis de notre objet.
Là, je parle à la fois en tant que grand space enthousiaste qui croit quotidiennement à l'importance des ambitions lunaires et d'un engagement européen plus grand pour l'exploration spatiale, mais aussi en tant que chercheur qui essaie d'avoir cette perspective critique sur le sujet. Maintenant, à la place de passion, je pense que c'est peut-être mieux de parler de fascination pour le spatial, parce que même quand on n'est pas passionné depuis qu'on est tout petit par le sujet, ce qui est mon cas, moi le spatial m'est plutôt arrivé par hasard. On m'a proposé un jour de coordonner un cycle de conférences quand j'étais en scolarité à l'ENS sur le sujet. Et en fait, j'ai appris à aimer le sujet, j'ai vraiment appris à apprécier les gens qui y sont, parce que c'est quand même un secteur qui est, et ça il faut le dire, quand même peuplé de passionnés, que ce soit comme François ou comme Mathieu ou comme plein d'autres gens qu'on rencontre au quotidien. Donc c'est assez agréable de travailler dans le secteur spatial. Maintenant, quand on n'est pas passionné depuis le début, il y a une fascination qui s'installe progressivement. Il suffit juste de voir des images de lancement, ou même des images d'astrophysique de satellites pris dans On a essayé d'attirer les gens avec des belles images. On a raté les belles images à cause du RERD, mais sinon, vraiment fondamentalement, c'est plutôt de la fascination que de la passion et une forme d'aura technologique aussi, mais qui est, voilà, comme je disais, qui est aussi tout à fait dangereuse, puis il faut aussi conserver cette part de perspective critique. Puis sinon, sur ce que disait Mathieu, sur l'ouverture du secteur à d'autres profils, c'est vrai. L'avantage de l'intensification et de l'accroissement des activités en matière spatiale, c'est qu'il y a un appel à des profils qui n'étaient pas nécessairement mobilisés par le passé, ou en tout cas dans une mesure légèrement différente. Maintenant, contrairement à ce que dit Mathieu, le droit n'est pas un nouvel arrivant en matière spatiale, et les juristes sont mobilisés depuis au moins 1910 pour l'invention du droit de l'espace, c'est pas une blague, et sinon pour la première doctrine en droit de l'espace, au moins les années 50-60. Donc, Mais moins dans la vie d'entreprise. mais moins dans les vies de l'entreprise, ça t'as tout à fait raison. Je continue, tu veux En tout cas, merci à vous pour vos réponses. Ouais, je vais poser la question suivante. La question suivante, elle permet de rentrer un peu plus dans les différentes industries du New Space. Est-ce qu'il y a certaines industries, certaines initiatives du secteur qui, selon vous, devraient être partagées plus souvent au grand public? Est-ce qu'il y a certaines initiatives, que ce soit les initiatives internes au secteur, externes, qui, selon vous, pourraient montrer pourraient davantage montrer ce que le spatial pourrait regorger de différent par rapport à ce qu'on peut considérer lorsqu'on pense spatial initialement? Ce qui est une question assez compliquée, mais... En fait, ouais. Le truc du spatial, c'est que quand on dit aux gens l'espace, le premier truc qui vient dans la tête, c'est Thomas Pesquet ou une fusée. Mais si on prend l'économie du spatial aujourd'hui, le lancement, c'est 7% de l'économie du spatial. 75 ou 80% de l'économie spatiale, c'est tout ce qui vient des satellites, c'est les services qui viennent des satellites, c'est ça. Si on envoie des fusées dans l'espace, c'est pour y mettre quelque chose, c'est pas pour s'amuser à envoyer une fusée. Et le vol habité, c'est quasiment rien. Mais c'est ce que tu disais, une espèce de fascination, il y a des images, il y a 30 minutes, SpaceX a mis en photo les photos du dernier essai du Starship. Vous allez sur SpaceX, regardez les photos de l'essai de la préparation du Starship 7, même en qualité de photo, c'est éblouissant. Et c'est spectaculaire. Mais c'est une toute petite frange du spatial. Mais c'est celle qui attire le plus l'attention. Donc oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut montrer, il y a beaucoup de choses à savoir. Vous avez parlé des systèmes de localisation, c'est extrêmement intéressant. Effectivement, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le GPS, mais Galileo, enfin, ça permet, voilà, un service spatial qui existe depuis des années. Ça fait aussi Waze, ça fait aujourd'hui, ça économise tellement de trajets parce qu'effectivement vous n'êtes plus pris dans les bouchons, vous êtes capable de faire des trajets qui sont plus directs. Couplé à des systèmes météo, les bateaux n'attendent plus, ils ne brûlent plus du fuel pour faire de la marche, pour faire du stop devant le canal de Panama, mais arrivent dans l'ordre pour éviter d'être... Enfin, rien que par la route au niveau mondial, c'est 1,8 million de litres de carburant économisés chaque jour, c'est-à-dire 4 millions de tonnes de CO2. Sur les 7 millions de tonnes de carburant qui sont brûlés chaque jour dans le monde sur la route. Et ça, c'est les systèmes de géolocalisation. C'est un système spatial bénéfique, mais il est dans l'espace. On ne le voit pas, on le voit moins qu'une fusée. Mais après, moi, dans ce qui arrive, je trouve très intéressant, si on va sur le sujet, c'est que déjà, je trouve, alors moi, mon métier à moi, qui était motoriste, je vous dis, il ne faut pas regarder les lanceurs, mais moi, c'était mon métier, j'en ai fait beaucoup et ça reste ma passion. C'est que depuis certaines années, je vois apparaître, c'est ce qu'on a vu, alors que beaucoup de nouvelles techniques, jusqu'à présent, il y avait Ariane 5, il y avait les fusées Soyuz, Proton, il y avait le Delta IV avec la 5 américaine, et maintenant on voit beaucoup arriver d'autres techniques, des moteurs au méthane, des lanceurs réutilisables,
des choses qui n'existaient pas, qui sont, moi je trouve intéressantes en tant qu'ingénieur, mais aussi ce qui va se développer dans l'espace que je trouve intéressant, c'est qu'on va être capable, par des nouveaux systèmes de propulsion, par de la robotique, de l'intelligence artificielle, d'aller réparer les satellites qu'on traite dans l'espace, les refueler, les reconfigurer, et même aller les orbiter, parce que les débris spatiaux, ça c'est un sujet où il va falloir absolument faire quelque chose, trouver un mode de financement, mais voilà, ça d'un point de vue technique, et puis ça fait partie, dans les technologies moi qui m'intéressent, il y a vraiment tous ces services en orbite. Et après, dans ce qu'on peut faire connaître aux gens, les services du spatial, je crois que j'essaie, et aussi la connexion, on a vu quand il y a eu, il y a 2 ans, l'attaque russe, la première chose que ça a fait, c'est que ça a mis par terre des éoliennes, et on a découvert que les éoliennes, c'est super, parce qu'au lieu de les mettre dans notre jardin, on les met très loin, on ne les voit pas, au milieu de l'océan, mais pouvoir discuter avec elles et les piloter, ça se fait par satellite. Donc là, il y a beaucoup de systèmes, de choses qui sont exactement ce que vous avez dit, qui nous font vivre, et qui sont indispensables, mais ça vaut le coup. François a déjà beaucoup dit, mais c'est vrai que quand on regarde, il y a de plus en plus d'applications du spatial dans plein d'autres secteurs, dans plein d'autres industries. On en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, mais il suffit de voir ce que font aujourd'hui les grandes agences spatiales pour essayer justement de pousser, que ce soit la donnée spatiale, l'imagerie satellite ou même des solutions liées à la navigation, aux télécommunications vers d'autres secteurs, pour se rendre compte qu'il y a énormément d'industries, d'autres pans de notre vie au quotidien qui vont bénéficier de plus en plus du spatial. Mais moi, il y a forcément une réponse qui me tient toujours à cœur. Il se trouve que dans une autre vie, je suis élu local et moi je crois beaucoup dans ce que peut faire le spatial dans les services aux citoyens. Comment est-ce qu'on peut construire aujourd'hui de meilleures politiques publiques grâce à la donnée spatiale, notamment. Moi je suis élu à Paris, je trouve qu'on vient de voter le plan climat sur lequel j'ai beaucoup travaillé et j'étais toujours un peu surpris de voir que une ville comme Paris ne se sert pas du tout d'imagerie satellite dans la conception des politiques publiques et la révision d'un document qui est aussi stratégique que le plan climat ou même le plan local d'urbanisme sur lequel j'avais bossé un peu plus tôt dans l'année. Donc j'essaye un petit peu de pousser là-dessus. C'est vrai qu'en France, malheureusement, on est assez en retard dans ce domaine-là. Il se trouve que l'Agence spatiale européenne m'a demandé d'intégrer un groupe de travail sur les données spatiales pour les villes connectées. Il n'y a aucune ville française, donc aujourd'hui je suis le seul dans ce groupe de travail. Il y a des Allemands, des Anglais, des Italiens, des Néerlandais, mais il n'y a aucune ville française et c'est très très dommage. Mais donc je pense que ce serait intéressant aussi de pousser le spatial comme ça pour vraiment se rendre compte dans notre vie à tous, comment est-ce que ça peut nous aider à mieux concevoir les politiques publiques. Et je crois que c'est un moyen assez concret de nous montrer ce que ça peut changer au quotidien, en plus des applications dans d'autres industries. Je ne peux pas rajouter, mais pour poursuivre un peu quand même, je rebondis sur ce que disait François, à savoir qu'aujourd'hui, quand on pense espace en France, on pense à Thomas Pesquet et aux fusées. Peut-être qu'en réalité, tous les pays du monde n'ont pas Thomas Pesquet, et on les plaint. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que depuis l'été 2023, et même je dirais depuis l'été 2022, j'ai pas la certitude absolue que quand on dit à monsieur et madame tout le monde dans la rue pensez espace, à côté de Thomas Pesquet soit la seule réponse. En réalité, aujourd'hui, on voit au niveau de l'opinion publique, quand on a des articles sur le spatial, des vidéos sur le spatial, je pense notamment au lancement de Starship et à ces 2 échecs relatifs, mais 2 échecs malgré tout, on a plutôt la réponse de les milliardaires vont dans l'espace, ils vont s'amuser, il y aura une planète B, et s'installe progressivement avec le New Space dans le grand public cette idée d'un spatial égoïste et économique. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'actuellement, le secteur spatial ne se limite pas à ces enjeux qui cristallisent les tensions du tourisme spatial, des lancements de milliardaires, etc. Il y a un vieux modèle économique du secteur spatial. On a un peu tendance à oublier, quand on parle de New Space, que les activités économiques dans le secteur datent au moins des années 60 et que le secteur privé a toujours été présent. En réalité, c'est simplement les médias qui ont découvert qu'il y a eu une privatisation du secteur et qui ont commencé à en parler. Il n'y a pas de rupture New Space, à mon sens, il y a plutôt une continuité économique et à un moment une implication plus grande du privé. Et pourquoi est-ce que je fais ce détour-là? Tout simplement aussi parce qu'aujourd'hui, dans ce spatial qui a quand même évolué vers une privatisation croissante, mais je répète et continue depuis le début, on a un questionnement sur les usages.
Et en fait, au-delà de ces applications spatiales ou des domaines ou des verticales du secteur spatial qui crispent le débat public, ce sera aussi intéressant de déplacer la lumière, comme l'a évoqué François et comme l'a également évoqué Mathieu, vers les applications utiles au quotidien pour les citoyens. C'est-à-dire qu'on a une dépendance de toute façon, quoi qu'il arrive, aux activités spatiales. On a une dépendance puisque dans une économie mondialisée, on a besoin de connectivité, on a besoin de relier les continents, on a besoin d'Internet, on a besoin de signal-temps, de météo, de GPS, et j'en passe et des meilleurs. Est-ce que, et c'est là où ça devient important, et c'est là où le débat est passionnant vraiment en 2024, quand on questionne la technologie spatiale à l'aune des impératifs environnementaux, est-ce que cette dépendance au spatial justifie à elle seule l'intensification des activités, ou en tout cas le modèle New Space d'économie spatiale? Je pense qu'il faut vraiment se poser la question et se demander comment est-ce qu'on peut mettre en adéquation les mutations actuelles du secteur et les impératifs environnementaux. Et ça, on le voit bien, on a des réels efforts du côté des industriels pour travailler actuellement sur l'impact environnemental. Ça paraît assez étonnant, mais en réalité, le secteur spatial connaît peu son impact environnemental, puisqu'il reste sur l'ensemble de son empreinte beaucoup à identifier. Et à ce titre, je vous invite toutes et tous à aller voir l'excellent rapport qu'on fait pour un réveil écologique et Aérodécarbo sur le secteur spatial et en collaboration avec ce secteur, puisqu'ils sont allés chercher les données auprès des praticiens. Et ce rapport exprime très bien justement l'importance de questionner les usages aujourd'hui. Donc peut-être qu'en réalité, et comme ça je conclue sur la question, peut-être qu'en réalité l'enjeu n'est pas tellement de mettre la lumière sur ce qui focalise la crispation du grand public, mais plutôt de démontrer que déjà au quotidien, l'espace est une technologie présente. C'est tout le problème des technologies invisibles, puisque les satellites sont en orbite et par définition invisibles, que de se rendre visibles auprès du grand public. Je crois qu'on a eu tous les aspects du sujet, c'est assez grave, merci beaucoup. Alors du coup, on peut se poser la question, vous travaillez tous dans différentes entreprises ou pas d'ailleurs, mais sur des sujets très, très larges et différents. Pour vous, quels sont les points durs que l'on rencontre quand on essaye de mettre en relation des acteurs de nature différente, avec des priorités, des budgets et des leviers différents? Alors, cette question, elle peut être intéressante soit pour parler du spatial pour d'autres technologies, mais aussi en particulier comment le particulier peut se positionner à travers ça. Oui, alors, moi, il y a toujours déjà, les deux premières choses qui viennent à l'esprit, c'est qu'il y a toujours deux non-alignements qui sont assez flagrants. C'est d'abord la question de la temporalité, parce qu'évidemment, mettre en place une stratégie spatiale, quelle qu'elle soit. Alors, il se trouve que je travaille beaucoup avec des gouvernements étrangers pour les aider à concevoir en fait leur stratégie spatiale. Et donc, c'est toujours une temporalité qui est très, 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 très longue par rapport à des objectifs qui sont pas forcément alignés. Alors, alignés avec deux choses. D'abord, le cycle court du politique. Donc ça, c'est un élément qui est important à prendre en compte quand on structure comme ça des programmes assez longs dans le temps. Comment est-ce que c'est influencé ou pas par le cycle politique qui peut donner une priorité qui est plus ou moins la même au développement du spatial. Et on verra peut-être d'ailleurs à l'élection de la prochaine Commission européenne dans quelques mois, voir quelle est la place qui sera accordée au spatial dans la prochaine Commission. C'est pas, il n'y a pas d'acquis aujourd'hui. Donc ça, c'est une première considération qu'on regarde toujours, parce que ça peut avoir un impact assez concret, ces fluctuations-là. L'autre, évidemment, c'est l'absence d'alignement aussi entre les montants assez importants d'engagement financier qu'il faut mettre en place quand on bâtit un programme spatial, que ce soit pour un gouvernement ou pour une entreprise. Dans le jargon un peu économique, on appelle ça le CAPEX, les dépenses d'investissement qui sont extrêmement élevées dans le spatial. C'est plusieurs dizaines, parfois centaines de millions d'euros, si ce n'est plus, qui sont à balancer avec des objectifs qui peuvent être des objectifs quand on est coté en bourse, avec des objectifs de l'actionnariat qui ne sont pas forcément alignés avec ce genre de contraintes de très très long terme. Et c'est important parce qu'il y a énormément de projets comme ça qu'on voit arriver dans l'industrie qui au final périclitent au bout de quelques années, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi
à trouver le bon positionnement sur le marché. On épuise comme ça assez rapidement les différentes levées de fonds qu'on a à sa disposition pour financer au début notre R&D, notre préparation, je dirais, à une mise sur le marché, et des projets qui vont tout simplement péricliter parce que eh bien, on a mis trop de temps et on a utilisé en fait tout le cash qu'on avait disponible. Et ça, c'est toujours une contrainte qui est à prendre en compte et qui n'est pas d'ailleurs anodine quand vous regardez un petit peu le narratif, par exemple, d'un Elon Musk sur pourquoi est-ce que SpaceX n'est pas coté en bourse. Bah, c'est exactement ce genre de contrainte qu'il met en avant. Hein. C'est la contrainte qui serait beaucoup trop forte que lui imposerait un actionnariat extérieur à l'entreprise sur ses capacités à opérer parfois des revirements de stratégie qui obligeraient à mettre comme ça du jour au lendemain à l'eau tout un ensemble d'investissements. Donc je ne sais pas s'il y a des économistes dans la salle, mais tout ce qu'on appelle les coûts échoués, tout ça est assez important dans le secteur. Et c'est en tout cas deux absences d'alignement qui sont importantes à prendre en compte. Parce qu'il y a plein d'autres éléments. Je vais laisser la parole à mes deux collègues. Moi, la question m'intéresse particulièrement parce que, comme ça a été évoqué en introduction, je coordonne un programme qui s'appelle Objectif Lune, qui est un programme de l'ANRT, donc l'Association nationale de la recherche et de la technologie, qui est une vieille association qui a 70 ans, enfin qui a fêté ses 70 ans cette année, donc l'année dernière, donc aura 71 ans cet été. Et donc on a lancé ce programme Objectif Lune en 2019. Et en fait, à la conférence d'ouverture, à de grandes surprises, il y avait quasiment plus, voire quasiment plus d'acteurs du non spatial que d'acteurs du spatial de présent. Et en fait, ce que ça démontre, c'est que parmi les grandes définitions du New Space qu'on connaît, la diversification capitalistique, le transfert du risque, le développement du secteur aval, et j'en passe, on a aussi ce trait-là à prendre en compte. Le New Space, c'est l'implication de nouveaux acteurs au sein du spatial, et parmi ces nouveaux acteurs, on a justement les industriels et acteurs économiques du non spatial. Alors ils s'y intéressent pour des raisons multiples, et donc nous, notamment en matière d'ambition lunaire, c'est un cas particulier, mais en fait ils viennent surtout s'intéresser aux ambitions lunaires pour s'intéresser au spatial au général. On a évidemment plein d'entreprises, je pense aux entreprises de la construction, des routes, un célèbre fabricant de pneus, ou autres, ou des acteurs de la santé aussi qui s'intéressent de très près aux applications spatiales, soit qui les utilisent déjà, soit qu'ils ont envie de développer une activité économique propre sur ce genre d'application, soit tout simplement qui sont là par curiosité pour le développement technologique futur. En tout cas, ce que je constate aussi, c'est que progressivement, c'était d'abord davantage la direction scientifique en elle-même des groupes, ensuite les directions plus de la recherche, et maintenant c'est vraiment les directions du développement technologique qui s'intéressent de plus en plus au sein des grands groupes au domaine spatial en général. Et voilà, c'est vrai que c'est aussi un des éléments à prendre en compte quand on évoque le New Space. Et en fin de compte, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent déjà les applications spatiales au quotidien et qui, peut-être à terme, décident de les développer davantage en interne ou en soutien d'autres acteurs du domaine spatial. Pour compléter, c'est très bien l'objectif. Et il a fait à Way for Space, on est un centre d'innovation et d'exploration spatiale. On a justement notre vocation, c'est dans nos séances pour réfléchir ou imaginer le futur de l'espace, de nouveaux projets, de mélanger des gens d'expertises différentes. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant pour parler de faire la difficulté de faire parler les gens ensemble, c'est de mettre ensemble des gens du monde académique et du monde de l'industrie. Ce n'est pas facile, ils n'ont pas le même langage, c'est toujours fructueux. Mais ça, c'est un vrai plus. Et après, effectivement, je suis entièrement d'accord, il est important, mais ça vient, que les gens se disent ouais, mais c'est du spatial, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop cher. Parce que, par exemple, on a en ce moment un projet d'une sous-combinaison qu'on mettrait sous la combinaison de cosmonautes, c'est vraiment quelque chose à même le corps, qui amènerait un soutien musculaire avec un tissu intelligent qui est capable par compression et par mécanisme de soulager musculairement un futur astronaute qui devra travailler beaucoup plus durement que les anciens dans l'espace. Et quand on a fait appel à manifestation d'intérêt pour que des gens viennent travailler avec nous, il y a eu des gens du spatial, comme Space que je vais venir, mais il y a aussi des gens comme Decathlon qui sont intéressés parce qu'ils ont des applications de sport extrême. Donc c'est extrêmement intéressant de voir des gens et de les amener à la réflexion spatiale. Et on voit un dernier exemple parce que pas prendre trop de temps, mais dernièrement j'étais à une conférence sur l'innovation où on parlait d'espace et comme ça je disais, bah tiens par exemple, aujourd'hui il y a un constructeur de voitures japonais, c'est Geely, les voitures Geely, qui a fait sa propre
filiale spatiale qui s'appelle G-Space, il fait ses satellites qui vont être en orbite très basse. Le principe, c'est d'aller reprendre le GPS et de le rebalancer. Tout le truc, c'est que le signal étant plus proche de la Terre, la latence est beaucoup moins forte. Moi, je me plante parfois quand il tourne à droite, en fait, on tourne, c'est trop tard parce qu'il y a à peu près une demi-seconde le temps que ça monte et que ça redescende là, et qu'on n'est jamais bien calé. Là, avec un GPS, avec un répétiteur GPS qui a une très basse altitude, la voiture, elle sera, en fait, c'est pour arriver jusqu'à la voiture autonome. C'est ce que veut faire aussi Starlink avec les stations en auto. C'est que la voiture puisse se débrouiller toute seule et donc il y a un GPS qui réagisse vraiment en un dixième ou un centième de seconde. Mais donc, et je leur disais, bah voilà, vous imaginez, il y a quelques années, aucun constructeur automobile se dirait, bah, je vais investir dans des satellites, ça va coûter cher. Ça paraissait alors. Moyennant que c'est chinois, donc peut-être que là-bas, les modèles économiques et d'investissement ne sont pas les mêmes, mais voilà, je suis là. Et dans la salle, il y avait quelqu'un des Renault qui est venu m'en parler derrière. Et voilà, pour montrer que ça parce qu'effectivement, c'est ce que tu disais, aujourd'hui, un satellite, ça peut être une boîte grande comme ça. C'est plus des dizaines, des centaines de millions de dollars par unité, ça peut être beaucoup moins cher. Envoyer dans l'espace en ride-share sur un lanceur, c'est quand même beaucoup moins cher. Et donc effectivement, ça ouvre la possibilité d'avoir des services, moyen après, parce que c'est utile d'avoir une voiture autonome ou pas, ça on peut en discuter. Mais c'est effectivement, le spatial s'ouvre et vers les acteurs du non spatial. Et moi je trouve que c'est assez intéressant de discuter avec ces gens-là et de les amener à réfléchir sur ce que je peux faire dans l'espace. Merci beaucoup. Ça fait le lien avec notre dernière question de cette table ronde, qui était de se demander si les enjeux du spatial étaient en phase avec les attentes des secteurs d'autres industries, qui en partie répondu, et comment le spatial peut se matérialiser comme une opportunité de mieux servir ces industries. On y a répondu un petit peu en partie, mais l'idée ici, c'est de souligner quelles sont les prochaines adaptations, peut-être, que les industries voudront mettre en place. On a parlé d'automobile, est-ce que vous en voyez d'autres à venir? Et est-ce que certaines peuvent aussi faire profiter plus directement les particuliers, les gens tous les jours, les civils? Peut-être prendre, je profite pour rebondir sur ce qui a été dit, justement parce qu'on a donné des exemples qui sont très focus, on va dire, sur l'industrie lourde. On a parlé d'automobile, on a parlé d'autres exemples dans lesquels la R&D, l'innovation est très importante d'un point de vue, sur un plan très industriel. Il y a aussi énormément, moi je vois de plus en plus d'acteurs dans l'industrie des services, par exemple, qui viennent essayer d'adopter comme ça des solutions spatiales. Moi j'ai beaucoup travaillé par exemple avec des gens qui travaillent dans le secteur de l'assurance, des services financiers, dans le tourisme, pour comprendre comment est-ce qu'on peut mieux utiliser la donnée spatiale pour valoriser un certain nombre de choses. Alors pour revenir sur ta question, il y a effectivement un alignement déjà avec les nouveaux enjeux. Évidemment, on en a un petit peu parlé, mais toutes les questions environnementales, les critères ESG qui deviennent de plus en plus importants, notamment au regard des nouveaux critères européens qu'on voit émerger, l'enjeu par exemple de la surveillance de l'origine par exemple du bois, une nouvelle obligation qui s'impose un peu aux acteurs de l'économie européenne. Donc, tout ça est plus facilement surveillable grâce à l'imagerie satellite, mais de manière plus globale, moi je crois qu'il y a trois intérêts en fait à se saisir du spatial quand on est une entreprise. D'abord parce que ça peut nous ouvrir des marchés qui sont totalement nouveaux. On donnait l'exemple d'un fabricant de pneus. Si on décide d'essayer de s'insérer sur un marché de l'économie lunaire à un horizon d'un demi-siècle, un siècle, ça représente un marché qui est totalement neuf. Ça permet aussi je dirais de rendre possible des services à des coûts qui sont réduits. Donc pour une entreprise, ça a un impact direct par exemple sur sa capacité à soit réduire ses coûts vis-à-vis de ses clients et gagner des parts de marché, soit améliorer ses marges. Ça c'est par exemple, je sais pas, le cas d'une entreprise qui préférait faire de l'imagerie satellite plutôt que d'utiliser de la donnée qui viendrait de capteurs basés sur l'Internet des objets. Donc ça peut se faire notamment dans des applications dans le secteur agricole. Donc on peut gagner comme ça en productivité et avoir une répercussion concrète sur ces parts de marché. C'est quelque chose qu'on voit arriver de plus en plus. Et puis, dernier cas concret, ça peut aussi, dans un secteur qui est déjà existant, mais permettre de mettre en place des services, des produits qui sont totalement nouveaux. Par exemple, je prends
AXA Climate, que vous connaissez peut-être, qui est une branche d'AXA qui s'occupe spécifiquement d'un produit assurantiel qui s'appelle l'assurance paramétrique, qui n'aurait pas pu exister si on n'avait pas d'imagerie satellite, parce que ça leur permet en fait d'utiliser un certain nombre de points de données qui sont générés par imagerie satellite pour enclencher ou pas des primes de risque. Et donc c'est l'exemple d'un marché qui existait déjà, et sur lequel on a pu créer un produit qui est neuf grâce au spatial. Vous voyez, il y a 3 comme ça dimensions différentes dans lesquelles le spatial peut jouer un rôle direct dans tout un tas de nouvelles industries et qui peuvent se saisir comme ça. Ouais, c'est parfait. C'est ce que j'aime bien. Ouais, non, mais c'est ce que j'ai dit effectivement. Dans la même idée, j'avais cité, puisqu'ils ont ils ont fait la une cette semaine, la semaine dernière, à une Synlab, par satellite, ils sont capables d'aller détecter les bateaux qui font de la pêche illégale, même quand le transpondeur est coupé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement que par satellite, qui est assurément utile, parce que la gestion de la ressource marine est extrêmement importante. Moi, c'est typiquement le type d'application. Alors, une petite publicité pour ma région de l'Aquitaine, il y a aussi une app qui s'appelle IC qui surveille les traits de côte et qui est capable, par données satellites, de pouvoir fournir toutes les analyses de la qualité de l'eau et de comment l'érosion et le comportement de l'eau sur les zones côtières. Donc ça, ce sont des nouvelles applications, effectivement. Et c'est ça regroupe avec ce que je disais au départ, quand finalement, alors oui, le hardware, il est très photogénique, ça ne parle, mais les 75% de l'activité, c'est effectivement la donnée satellite. C'est vraiment ça, quand on dit l'arrivée vers l'or, c'est la donnée. La donnée satellite est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Les moyens allant vers plus de précision, parce qu'il va changer finalement, et ce que change un peu le New Space, on le voit maintenant avec Planète, qui est devenu célèbre parce que c'est ceux qui font toutes les photos qu'on voit au-dessus de l'Ukraine. C'est qu'on voit avec des systèmes de constellation et des systèmes de surveillance qui sont de plus en plus, des résolutions plus importantes, et des précisions plus importantes, et des temps de revisite plus importants. On a quasiment, alors ça faut pas avoir peur, mais déjà qu'il y a 5 milliards de téléphones dans le monde, vous pouvez se filmer sur 5 milliards d'appareils photo, il y en a peut-être autant dessus, on est filmé en permanence sur Terre et dans le ciel. Mais ça donne aussi des moyens, on est capable de surveiller en dynamique les zones, c'est ce que je disais, urbaines ou forestières, ou des zones de conflit. Et dans les dernières applications, comme ça devient même des fois stratégique, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le pendant, on va rebondir sur CX, c'est que certaines applications spatiales deviennent essentielles et stratégiques, donc doivent être protégées. Là, il y a ce qu'on appelle la surveillance de l'espace, et puis aussi la protection à tous surveiller ce qui se passe dans l'espace et ce qu'on y fait. Et voilà, c'est Space Situation Awareness. Non, mais on le voit bien avec les 2 interventions, le catalogue d'applications spatiales développées augmente. Avant c'était d'année en année, maintenant c'est de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour. C'est assez agréable et assez fascinant à regarder aussi, de voir le nombre d'applications qu'on arrive à développer à travers de technologies aussi fascinantes que les satellites. Maintenant, à mesure que le catalogue des applications spatiales augmente, finalement, il y a cette dépendance que je décrivais plus tôt qui augmente tout autant. Et cette dépendance croissante aux applications spatiales, elle appelle quand même aussi à questionner, c'était la deuxième partie de la question qui était posée, sur leur vulnérabilité et aussi d'une part leur désirabilité d'autre part, je vais dire une seule fois, parce que c'est quand même compliqué à dire. Mais en fait, véritablement, la question peut se poser, puisque je lisais hier un livre sur l'intelligence artificielle de Kate Crawford, qui est une spécialiste de la technique et de l'IA, et qui évoquait que l'intelligence artificielle n'est ni intelligente, c'est pas le sujet, mais ni artificielle, puisqu'en fait elle reposait aussi sur toute une chaîne de valeur d'extraction de ressources, de compétences, de centres de données. Et en fait, le spatial aussi doit, et il le fait déjà, mais doit aussi avoir en tête que ces satellites, ces objets spatiaux, ces fusées, ces lanceurs, sont issus d'extraction de ressources, de chaînes de valeur de ressources à l'échelle mondiale, d'une dépendance matérielle. Ce sont des infrastructures extrêmement palpables, même si une fois qu'elles sont lancées, on les voit plus. Et donc véritablement, ça, il faut l'avoir en compte, c'est-à-dire que le développement de ces technologies, même les prospectives et les perspectives qu'on a sur l'économie spatiale, reposent aussi sur cette matérialité des satellites et des applications spatiales. Et par ailleurs, on parle beaucoup d'économie, de développement économique, de levée de fonds, de rentabilité des activités, et c'est ça au fond de New Space, hein, c'est l'application d'une logique
et je le dis sans aucune idéologie, mais c'est l'application d'une logique capitaliste à l'activité spatiale et poussée jusqu'à sa normalisation. On verra jusqu'où cette normalisation peut aller. Parce que moi, je reste convaincu que justement, à raison de la dualité civilo-militaire de toutes les applications spatiales et de leur caractère stratégique, l'État ne disparaîtra jamais vraiment des activités spatiales et restera toujours systématiquement présent, ne serait-ce que pour une raison juridique évidente. Le traité de 67 fait que pour chaque opération spatiale, l'État engage sa responsabilité internationale dès lors qu'il l'autorise. Donc à minima, sur le tampon de départ, l'État est présent. Et même sur les infrastructures, sur les investissements publics massifs, l'État ne va pas disparaître du spatial. Donc peut-être que à la question que vous posiez à l'instant, il faut rajouter une autre dimension. Le spatial au service, certes, des industries, le spatial, certes, au service des sociétés, mais aussi au service des intérêts de l'État. Et peut-être que le New Space n'est pas une logique louable s'il est appliqué trop loin, si on oublie en fait l'idée qu'avant de développer des applications spatiales pour qu'elles soient rentables, il faut aussi qu'elles servent des capacités nécessaires et des capacités de l'État. Donc peut-être raisonner en termes de besoins. Et d'ailleurs, si on regarde bien de façon honnête, c'est le New Space à l'américaine. Moi, État américain, j'ai besoin de X capacités spatiales, j'encourage le secteur privé sur un pool entier de start-up ou d'entreprises à développer les applications, et à la fin, j'en sélectionne une ou quelques-unes, sur lesquelles ensuite je poursuis l'investissement massif. Mais là, le préalable de l'investissement, c'est la réflexion stratégique. La réflexion stratégique sur quelles sont les capacités, quelles sont les verticales que moi, État, je souhaite avoir en matière spatiale. Parce que ce sont des activités qui coûtent cher, et ce sont des activités qui ont besoin de l'investissement de l'État. Donc peut-être réinsuffler une dose de besoin stratégique dans le développement de ces applications. Maintenant, sur le service aux sociétés, le New Space est aussi une révolution de la communication en matière spatiale. Moi, ça fait maintenant 6 ou 7 ans que je m'intéresse vraiment de près au sujet et que je travaille dedans. La surface médiatique des activités spatiales est croissante. Avant, on avait quelques articles par-ci par-là. Éventuellement, on calait 2 émissions sur le spatial pendant les vacances. Ce qui était assez désagréable quand on était expert sur le sujet, parce qu'on se retrouvait le 1er janvier à répondre à une interview, ou en plein mois d'août. Et maintenant, si on regarde bien, le spatial arrive à avoir des émissions aux heures de grande écoute, arrive à faire la une. Enfin, ne serait-ce que la plupart de mémoire, BFM TV ou une autre chaîne d'infos en continu a fait un live pour l'arrivée de la dernière mission Intuitive Machines vers la Lune. Ou sur la Lune, enfin sur le côté. Mais en tout cas, ils sont arrivés. Mais on voit bien qu'on a une surface médiatique du spatial qui est plus grande, et ce qui suppose en retour pour les acteurs du secteur, justement ce que j'évoquais tout à l'heure, de questionner la façon dont on explique au grand public quelles sont les applications spatiales, en quoi elles vous sont utiles au quotidien, et en quoi elles dépassent largement ce que vous identifiez a priori comme étant une activité spatiale. Merci Parfait. beaucoup pour réponse super complexe sur les questions. Je vérifie qu'on a un peu de temps. On peut peut-être faire une pause ici pour savoir si vous avez déjà les premières questions. Et sinon, j'en ai. Je t'en prie. Donc j'avais une question par rapport à la deuxième question que M. Washington dont il a parlé. Quelles sont, à votre avis, parmi les entreprises ou startups du New Space qui ont été citées précédemment dans vos slides à l'introduction, comme Latitude, MySpace, Space Cargo, celles qui ont le plus de potentiel et qui pourraient amener le spatial français et européen vers un niveau qui pourrait surpasser les Américains dans un futur proche ou lointain? Vous comptez investir après la question? C'est-à-dire, oui, avec un investissement de l'État, comme vous avez parlé, peut-être avec beaucoup plus d'investissement. Personnellement, je sais qu'il y a beaucoup d'articles. C'est vrai que justement, c'est tout à fait vrai. La couverture active croissante. Et à chaque fois, ça me désespère un peu de voir le nouveau SpaceX, le moteur que vient de lancer SpaceX, la nouvelle startup qui a fermé Elon Musk. Le but de l'Europe, c'est pas de copier SpaceX. C'est pas de faire la même chose qu'Elon Musk. Sinon, on s'est trompé. Et en plus, le spatial, c'est pas SpaceX. Alors effectivement, il prend toute la bande passante. Je vous ai dit tout à l'heure, regardez les photos qu'il fait. Dans une communication extrêmement bien faite. Quand là, il y a le dernier équipage qui est parti dans la station, avec l'ascenseur qui l'amène jusqu'en haut de la tour, il y a tous les étages, le dernier bouton est marqué espace. Donc, tac, l'ascenseur. Enfin, ils sont très forts. Et parce qu'ils sont très présents, on a l'impression que c'est un peu ça, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et en plus, SpaceX, c'est très particulier, ils font une leçon pour eux, ils font des essences. Et donc, nous, l'Europe, on a une autre voie à chercher, on a une spécificité européenne, on a des besoins européens. Donc le but d'une start-up là-dedans, enfin pour moi, c'est pas que on aura gagné finalement si dans la fameuse course au lanceur, in fine, ça fait
progresser la technologie, parce que c'est ce que ça fait en ce moment. On a des jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup d'idées et qui ont l'occasion de les exprimer. Mais si, in fine, tout ça va aboutir aux meilleures technologies qu'on va remettre ensemble pour reconsolider, juste pour les lanceurs, un nouveau champion européen. Parce qu'on n'a pas, en Europe, la taille du marché fait qu'on n'a pas la place pour 36 acteurs. Et je vais aller vite, et sinon, dans tout ce qu'on va citer, oui, moi je trouve très intéressant d'Expression Company, par exemple, parce que c'est quand même un des rares qui soit positionné sur le véhicule orbital, qui est quand même, voilà, il y en a beaucoup qui font des lanceurs, avec eux, on ne voit pas trop. Et en plus, avec une démarche agnostique, qui peut s'adapter à pas mal de lancements, avec le développement d'une propulsion méthane avec des revolvers. Enfin, je trouve ça particulièrement intéressant. Mais parce que moi, j'ai une appétence particulière pour les véhicules. Ça, c'est c'est un tout petit peu compliqué de répondre à cette question pour une question de conflit d'intérêt sur les noms en particulier, mais plus moi je pense qu'il faut je suis pas très favorable, je dirais, à la politique de l'État en ce moment, de la manière dont l'État gère France 2030. Je pense qu'il y a un peu trop de saupoudrage, et je suis pas sûr que la manière dont Si vous voulez préciser France 2030, peut-être, parce que c'était pas... France 2030, qui est un des véhicules choisis par l'État pour sélectionner avec la Banque publique d'investissement un certain nombre de projets qui sont dédiés au volet spatial pour canaliser une partie des fonds alloués par l'État au financement d'un certain nombre d'industries innovantes, parmi lesquelles le spatial. Je crois qu'il faut juste essayer de mettre en place les bons mécanismes de sélection de projets qui se font, d'après moi, depuis des années de manière très, très performante aux États-Unis, dans la manière dont on arrive à la fois faire appel aux mécanismes de marché, donc ce que fait par exemple la DARPA aux États-Unis avec ce qu'on appelle les DARPA Challenge, c'est-à-dire qu'au lieu d'attribuer des subventions directes, on demande aux entreprises de répondre à un certain nombre de cahiers des charges de manière assez opérationnelle avant de leur attribuer des fonds. Alors l'inconvénient, c'est que ça marche très bien d'un point de vue économique, mais c'est aussi rendu possible parce qu'on a aux États-Unis un cadre réglementaire qui marche sur ce point-là mieux qu'en Europe et surtout mieux qu'en France, qui est le droit des entreprises en difficulté. Donc la manière dont, quand une entreprise fait faillite, elle arrive à préserver sa valeur économique pour ensuite se restructurer et rebondir, c'est quelque chose qui fonctionne mieux aux États-Unis qu'en France. Donc ça facilite aussi la prise de risque et ça permet aussi ce genre de mécanisme-là, mais ça permet d'employer des mécanismes de marché pour sélectionner des projets avec un soutien ensuite fort de l'État qui choisit quand même les acteurs qui décident de financer, mais par ces mécanismes-là, qui est une approche quand même différente de ce qu'on peut faire avec France 2030, où on a tendance à un petit peu avoir du mal quand même à vraiment choisir qui on veut soutenir et du coup à disséminer un peu plus les fonds qui sont déjà pas très grands vers un nombre un peu plus nombreux d'acteurs dont voilà, je crois aussi que si on regarde aujourd'hui le marché, si on essaie de projeter les besoins du marché, si on regarde les différentes capacités techniques de certains projets, notamment en termes de capacité d'emport, je ne suis pas sûr qu'on réponde très très bien au marché tel qu'il sera dans 10-20 ans. Et si on compte uniquement sur un marché institutionnel, c'est-à-dire le commandement de l'espace, quelques lancements gouvernementaux, je ne suis pas sûr que ça permette d'identifier les projets les mieux à même de subsister. Et donc c'est, je pense, un point de vigilance quand on a déjà peu de moyens, et c'est le cas de la France, par rapport notamment à la concurrence allemande qui a une force de frappe financière qui est franchement pas la même. Et donc je pense qu'il faut être vigilant de ce point de vue-là. Est-ce qu'on aurait une autre question? Je peux rebondir parce que ce que tu dis est parfaitement ça, un peu ce que je disais, que le marché fait foi. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de projets, mais je suis d'accord. Alors moi, ce que je voyais, ce saupoudrage, je voyais effectivement ce que je disais, comme ça permet de... Il y aura beaucoup de pertes en verte, je suis d'accord.
mais il y aura des technologies qui sont en ligne. Parce que ça qui est le modèle européen, si on prend l'exemple d'Ariane, c'est que depuis les années 80, il faut qu'il soit bon sur le marché institutionnel et le marché commercial, parce que le marché institutionnel ne suffit pas à faire fonctionner un lanceur européen, déjà un seul. Donc après, il y a une gamme. Et ça, dans les années qui viennent, ça ne changera pas. Donc effectivement, c'est pour ça que je disais, j'imagine forcément que cette compétition des lanceurs va forcément se terminer au bout d'un moment et sera réintégrée, je ne sais pas comment, mais dans un système de lancement européen où il y aura une gamme raisonnée comme on a toujours connu. Parce qu'effectivement, on n'a pas le marché européen, il n'a pas la taille critique pour développer autant de lanceurs qu'il y en a aux États-Unis. Je pense que c'est une question aussi d'échelle, c'est-à-dire que je pense que c'est tout à fait viable à l'échelle européenne, mais si on se place d'un point de vue français, je pense que c'est plus compliqué, parce qu'autant faut-il avoir les moyens d'avoir de la perte en ligne, et je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui en France, et donc je suis d'accord avec toi à l'échelle européenne, je suis plus inquiet à l'échelle française. Je suis un avocat du spatial européen, parce qu'il est indispensable. Là, vous étiez employé. Une magnifique transition, François, parce qu'il y a un acteur que vous avez peut-être un peu moins cité, quoique Alban vous l'évoquiez en parlant du rôle de l'État, vous de la DARPA, c'est les agences spatiales. Je suis intéressé d'avoir votre point de vue sur de savoir c'est quoi leur avenir. Je précise un peu le fond de ma pensée, c'est Exploration Company est ravi d'annoncer un plan de financement supporté par l'Agence spatiale européenne. L'attitude pour les lanceurs semble pouvoir difficilement faire sans le CNES et sa base de lancement en Guyane française, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent. Est-ce que du coup l'Agence spatiale de demain c'est le gendarme couplé à la BPI et ce n'est que ça leur rôle, ou on peut imaginer un peu plus d'ambition pour les agences? Je reviens au titre de la conférence dans notre quotidien, parce que c'est eux le lien avec la société ou pas. C'est quoi demain? Peut-être par un tour de passe-passe rhétorique, avant de se poser la question de savoir c'est quoi leur avenir, peut-être aussi questionner l'héritage, comme avec une grande expertise technique, toujours présente d'ailleurs à l'Agence spatiale européenne, si on prend le côté européen, fut-elle menacée dans l'ampleur et l'épaisseur de son portefeuille, enfin menacée ou en tout cas on regarde à Bruxelles, en tout cas de près, le portefeuille exact de l'Agence spatiale européenne. Mais en tout cas, si on prend typiquement le cas de l'Agence spatiale européenne, on a le doublement d'une expertise technique et d'une expertise scientifique. Et même si on prend ensuite les agences spatiales, le CNES ou même si on prend la NASA, on a tout cet héritage d'expertise scientifique et technique à prendre en considération et qui continuera à être utile. Maintenant, ce que je remarque, si on se positionne de l'autre côté, et si on prend le dernier rapport de l'Assemblée nationale sur l'avenir du secteur industriel en matière spatiale, on a dedans une des recommandations qui préconise la création d'un Conseil national de l'espace. Ça fait CNE, il manque juste le S et ça fait CNES. Donc la question à ce stade sur la question de ce Conseil national de l'espace, c'est aussi d'envisager l'agence spatiale comme un acteur de réflexion stratégique sur quel est l'avenir de la stratégie spatiale de l'État et de mise en œuvre stratégique, avec à la fois une assistance technique sur le développement de projets externes à l'agence, mais aussi d'applications internes, et le Connect by CNES, le programme de développement aussi économique extérieur au CNES, à ce titre, permet d'illustrer cette dynamique-là. Donc, à mon sens, l'agence spatiale a beau être vue comme un acteur has-been, comme un acteur qu'on associe au old space face au grand new space, pas du tout. En réalité, l'agence spatiale reste un acteur central à la fois de réflexion et de mise en œuvre des programmes stratégiques. Non. D'accord. Dans ce cas-là, on va prendre une question. Amanda. Est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée dans le spatial? Et si oui, comment, par exemple, et quels sont les risques et les avantages? J'ai pas compris le début de la question. L'intelligence artificielle dans le spatial, si vous l'utilisez, comment et quels sont les risques et les avantages? Je pense qu'on appelle. Vas-y, commence. Alors, oui. C'est ce qu'on appelle IA. Oui. En fait, l'intelligence artificielle, de toute façon, elle est forcément utilisée dans le spatial puisqu'elle est utilisée partout.
C'est déjà le cas. Enfin, après, c'est ce qu'on appelle effectivement, qu'est-ce qu'on appelle intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on appelle un algorithme ultra évolué. Puis un truc déjà aujourd'hui, par exemple, désolé, je vais parler de SpaceX, mais les satellites Starlink s'auto-régulent. Ils sont plusieurs milliers à naviguer à la même altitude et ils se régulent entre eux sans passer par la balusole, par l'intelligence artificielle. Et ce qui se développe aussi, puisqu'on parlait, je disais tout à l'heure que les capacités d'observation de la Terre se multiplient. Aujourd'hui, de plus en plus, on est passé de la vidéo 4K, SSK, machin, ça monte. Les capacités radar, les satellites qui observent de plus en plus de données, ça fait des monceaux de données. Les voitures autonomes, quand elles fonctionneront, c'est 40 téraoctets de données qui peuvent passer par jour par ces voitures. Donc le volume monte. Et ce qui va bien sûr congestionner, parce qu'il faut discuter avec ces satellites. Donc ce qui arrive, ce qu'on appelle un peu edge computing, c'est-à-dire que les satellites vont traiter l'information directement en l'air et finalement ne pas redescendre des milliards de photos qu'il faut analyser et faire une pré-analyse in situ, ce qui nécessite d'avoir des satellites qui ont des capacités informatiques plus importantes et qui font du traitement, en fait, du pré-traitement en fonction des mots sols, et ça se fait par intelligence artificielle. C'est un exemple. Oui, non, il y a plein d'exemples, hein, comme l'a dit François, quand on regarde déjà la manière, par exemple, dont s'est posé Intuitive Machines, c'était déjà une capacité de traitement de l'image qui est très très élaborée, parce que ça voulait dire de prendre une image qui avait été pré-chargée et vraiment faire du matching image par image avec des points de données très précis pour être sûr que le lander arrive au bon endroit, ou en tout cas de la manière la plus fiable possible. Je crois que l'application la plus importante pour laquelle l'IA va être essentielle, entendons l'IA par cette capacité de traitement de données de plus en plus élaborée, c'est surtout ce qui va être l'économie de l'orbite basse, tout ce qui est par exemple le in-orbit manufacturing, in-orbit servicing, parce que c'est là qu'on va avoir besoin de traiter vraiment une quantité, un volume de données qui sera extrêmement important compte tenu en fait de la complexité des opérations et du nombre de paramètres qui sera à prendre en compte, que ce soit des paramètres qui soient propres au satellite qui va faire du servicing, mais aussi au satellite cible pour être sûr d'éviter par exemple, générer des débris supplémentaires en cas de collision. Il y a tout un traitement de quantité de données qui sera assez faramineux, et c'est là-dessus que justement les capacités de traitement comme ça de big data et d'IA va être assez important. On a parlé du traitement de l'imagerie satellite, là aussi il y a énormément de choses à faire en termes de bande passante aussi, donc on dépasse un petit peu les enjeux de l'IA, mais pour parler un petit peu plus généralement de ces enjeux de traitement de la donnée. Après, j'adhère évidemment à ce qui a été dit précédemment. Peut-être un contre-exemple. J'ai quelqu'un qui m'a dit, c'est Robert Zeblin de la Mars Society, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'a marqué, c'est vrai que j'en parle. Et il m'a dit, il y a des endroits où il n'y aura jamais l'IA. Il a dit, alors c'est parce que c'est un avocat de la présence humaine sur la Lune et sur Mars. Et il dit, c'est la géologie. Il dit, quand savoir dans quel caillou il faut taper pour trouver quelque chose d'intéressant, il n'y a que l'œil du géologue qui peut le faire, et il n'y a aucun robot qui arrivera jamais à le faire. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ou est-ce qu'il a une formation de géologue et voulait défendre son métier? Et il me disait, voilà, là, il n'y aura jamais d'IA, il faut vraiment un géologue pour taper dans le bon caillou. Mais ça ne remplacera jamais l'action humaine, en tout cas dans les petits spéciaux. Je pose le problème, je pose le sujet. Ça m'a marqué parce qu'il me l'avait dit. Oui. Alors, j'ai peut-être des exposés par rapport à ça déjà été fait, mais maintenant vous évoquez l'orbite manufacturée. Vous y voyez quelle échelle temporelle, taille, dans le futur? C'est un avenir proche, qu'est-ce que vous mettez derrière? La première mission conséquente, elle vient d'être lancée par Astroscale au Japon. En parallèle, il y a la NASA qui a abandonné son projet il y a 2-3 jours. Donc j'y vois quand même, si vous voulez, on y est encore très très loin, je pense, d'un point de vue technologique, plutôt un horizon qui se compte, d'après moi, en dizaines d'années, surtout parce que ça coûte extrêmement cher, et ça on en a parlé il y a quelques jours ensemble, par hasard, mais ça coûte extrêmement cher en fait ce genre de mission. Et donc pour trouver un client, pour engager ce genre de dépenses qui se comptent en plusieurs dizaines et voire un peu au-delà du centaine de millions d'euros
de dollars pour enlever un seul débris. Quand on met ça en perspective avec la quantité de débris potentiels qu'il y a à traiter, je parle pour le coup de débris removal, c'est des volumes qui sont de masse financière qui sont très importants et je ne suis pas sûr qu'on va trouver le marché demain. Alors à voir après quelles obligations on va pouvoir imposer pour potentiellement créer un marché, c'est aussi une des actions du régulateur, mais donc je crois qu'on est encore assez loin de tout ça. Moi je crois plus à tout ce qui est in-orbit refueling et tout ce qui concerne aussi l'extension de vie plus générale des satellites, soit en modulant un petit peu leur fonctionnalité, qui est un modèle économique qu'on voit déjà apparaître dans l'industrie des télécommunications spatiales compte tenu des coûts des satellites. Donc il y a un vrai intérêt économique de le faire. Dans le domaine militaire aussi, je pense qu'on le voit émerger de plus en plus. On a discuté il n'y a pas longtemps avec le commandement de l'espace. Donc je crois plus là-dedans que dans ce qu'on appelle active débris removal, parce que je crois que le coût par rapport à l'intérêt direct des acteurs économiques n'est pas franchement aligné à ce stade. C'est tout à fait exact. Mais si on parle de fabriquer dans l'espace, il y a aussi un truc, et je rebondis sur Verba Space. Sinon c'est intéressant, ils sont allés faire des médicaments dans l'espace. Mais on peut se dire, effectivement, sans la pesanteur, les protéines ne s'effondrent pas sur elles-mêmes, on peut aussi. Mais s'il faut fabriquer des médicaments pour la Terre entière, enfin on voit le niveau d'investissement, il faut faire parce qu'une usine de produits. Et un truc que je trouve assez intéressant, et en plus c'est français et c'est dans la espèce Cargo Limited, c'est qu'ils ont modifié des plantes en apesanteur, et là par contre l'avantage c'était bien noté chez nous, on n'a pas eu le temps d'aborder. C'est que espèce Cargo, ils ont modifié des plantes, alors des plantes bien, on a Bordelais ou on n'est pas quoi. Mais ça par contre, une fois que c'est ramené au sol, par bouturage, on peut les multiplier. Donc un truc qui est fabriqué dans l'espace, c'est un truc compliqué, et qu'on peut multiplier au sol. Et ils travaillent déjà avec des revendeurs de graines, donc ça fait des variétés plus résistantes en fait. Je sais pas le truc, mais de l'avoir stressé dans l'espace, ils ont créé des variétés qui sont plus résistantes sur Terre, mais qu'on peut reproduire sur Terre. Donc déjà l'aspect industriel là, il est un peu plus résolu. Parce qu'effectivement, d'aller faire des grosses usines de grandes séries dans l'espace, donc peut-être effectivement aussi, alors là, dans les médicaments, peut-être pareil, la première application qui est trace, c'est quelque chose, synthétiser quelque chose qu'on pourra reproduire ensuite. Il y a toujours ce lien inter-espace, c'est pas que tout dans l'espace ou tout sur Terre, qui pourra aller plus rapidement possible. Il est 20h. Je sais qu'on est très proche du coup du buffet. Si ça vous intéresse, on s'arrête là et vous pouvez garder toutes les questions pour le moment networking juste après les petits fours.